Bonjour, Stéphane, planètenumérique.com. Avec aujourd'hui le test d'un nouveau portable chinois sous Core i5 à petit prix, puisque ce portable, vous allez pouvoir le toucher à environ 360 € dans sa version SSD 256 Go, ce qui pour un Core i5 sur le papier est très séduisant. Alors on va voir ensemble ce qu'il vaut. Le KUK1 est livré dans une petite boîte sans prétention, ici que vous voyez, un petit carton tout simple. Il est positionné dans un petit sachet avec la griffe de la marque. Par ailleurs, vous avez un adaptateur secteur ici, qui est donc un adaptateur secteur 2 qui délivre 19 volts en 1,57 ampères. Bon, c'est un adaptateur secteur chinois livré avec un adaptateur de prise, donc toujours à manipuler avec précaution. De l'autre côté, on reste sur une connectique type DC, donc pas de connectique de charge USB-C, car de toute façon, le portable en est dépourvu. À savoir, ne jetez pas immédiatement l'emballage, puisque dedans, vous avez un petit autocollant qui vous permettra, une fois que vous aurez bien déballé votre portable, de pouvoir marquer, de mettre la griffe de la marque à peu près, parce que bon, c'est vrai que je ne sais pas à quoi ça ressemble exactement, mais pourquoi pas. Donc ici, voici le fameux portable. Ce portable, il est de belle apparence. C'est un grand portable par rapport aux différents portables que j'ai pu tester en origine Chine, puisqu'on a ici un écran 15,6 pouces. On a un châssis type aluminium, très fin. Et donc la taille, je vais vous la mesurer. On est sur du 36 sur 23,5 avec au plus haut une épaisseur de 2 cm. Au niveau du poids, on est sur du 1,8 kg. 1,8 kg environ. Donc c'est déjà un beau bébé. Et ce PC portable, il peut être intéressant pour les personnes qui naturellement vont chercher un grand écran. C'est surtout ça qui va être, par rapport à d'autres portables qui proposent du 14 voire du 13,5, la différence majeure. Il est livré complètement emballé, complètement sous film plastique. Ici, j'ai volontairement laissé le film plastique du dessus, mais à l'intérieur aussi, il était tout en film plastique. Alors, petite description, au niveau de la connectique, sur la partie droite, un lecteur de carte micro SD, un port casque oreillette, un premier port USB version 3. De l'autre côté, vous aurez un second port USB 3, le port d'alimentation DC et une connectique de type mini USB. Donc voilà pour son apparence. En dessous, on a une large grille de ventilation. Ici, 4 petits pieds qui vont permettre de limiter les vibrations. Il n'y a pas d'accès à des trappes, une trappe disque dur, donc ça veut dire qu'il faudrait retirer tout l'arrière pour pouvoir y accéder. Et ici, on a 2 petites ouïes pour les haut-parleurs qui sont stéréo sur ce modèle. Rien de particulier indiqué ici. La société serait Shenzhen Behind Century Technology Co. Ltd. Maintenant, on va plutôt l'ouvrir et voir ce qu'on a à l'intérieur. La particularité de ce dernier PC chinois, c'est le fait qu'il soit en 15.6. Je vous dis, c'est pas très habituel pour les PC dits low cost, mais c'est aussi qu'il fonctionne avec un Intel Core i5. Donc généralement, comme vous le savez, les PC chinois ont plutôt tendance actuellement à vous mettre des petits processeurs type Celeron. Et ici, c'est pas le cas. On a un processeur qui n'est pas très récent, puisqu'il s'agit d'un processeur de 5e génération qui est sorti en 2015-2016, mais qui par ailleurs à cette époque avait été monté quand même sur des MacBooks. Donc si ça peut vous rassurer pour partie. Donc alors c'est quoi ce petit processeur? Bon, ce petit processeur, c'est une puce qui embarque 2 cœurs, qui va avoir 4 threads. Au niveau cadencement, on va pouvoir monter à 3 giga 3,1 GHz, 3 mégas de mémoire. Bon, après ça,
beaucoup de blabla technique, hein. Le tout, c'est de savoir que c'est avant tout un double cœur, ça c'est important. Et ensuite, son circuit graphique, c'est un Iris 6100. Donc ça, c'est un Iris 6100 qui peut monter à 1 GHz. Donc on est sur une prestation qui va être plutôt orientée, vous l'aurez deviné, bureautique, navigation, enfin quelque chose qui est bien mieux naturellement que ce que vous pourriez avoir avec un Celeron N4100, hein, de manière évidente. Donc maintenant, je vous le présente. Donc ici, vous avez en caractéristique, hein, un très très grand clavier, hein, puisqu'il ne fait pas moins de 101 touches. 101 touches, c'est énorme. Vous voyez qu'il utilise tout l'espace disponible. En dessous de ce clavier, vous avez un large touchpad. Donc il fait, bon, quand je vous dis qu'il est large, on va le mesurer, il fait quand même pas moins de 13 cm sur 9 cm, donc c'est une très belle surface. Et comme vous le voyez ici, vous avez accès à un lecteur d'empreintes. Donc c'est pas habituel non plus, hein, sur ce type de portable. Bon, c'est plutôt bienvenu. Maintenant, si on regarde la partie écran, donc on a un écran Full HD, une technologie IPS, on verra les angles. Les bords sont assez importants quand même, hein, puisqu'on a des bords qui vont mesurer environ 1,5 cm, hein, sur les différents espaces, et l'écran n'est pas intégré dans... enfin, du moins, la dalle écran n'est pas intégrée complètement. Ici, on n'est pas comme ces beaux écrans qu'on peut avoir sur les Xiaomi ou sur le MacBook Huawei, hein. On n'est pas sur du fully illuminated, hein. Ici, on est sur des prestations de PC low cost. Ça ne veut pas dire que c'est mal, hein. Ça veut juste dire que naturellement, il y a des économies qui sont faites à ce niveau. Avec des petits patins ici positionnés, hein, en haut, de manière à ce que le portable, voilà, quand il se referme sur le clavier, ne soit pas endommagé au niveau de l'écran. La particularité, c'est aussi la webcam. Ici, je vous la laisse découvrir. Vous voyez, elle est située en bas, en visée plongeante, comme sur les derniers MateBook, enfin sur les Honor Book. Bon, alors ça produit une vue en contre-plongée, hein, que certains n'apprécieront pas. Après, bon, c'est sympathique, puis ça permet d'avoir la zone supérieure de l'écran qui n'est pas comment dire, utilisée. Donc une marche en haut qui est un petit peu plus petite. Je vais le mettre sous tension. Donc le bouton d'allumage, il est situé ici sur le clavier. C'est un positionnement que j'aime pas trop, moi, de mon point de vue, parce que quand on tape, on peut par mégarde appuyer dessus. Comme vous le savez, c'est un PC chinois, donc la plupart des PC chinois, quand vous les achetez en import, sont en disposition QWERTY. Soit vous l'utilisez en disposition QWERTY, hein, c'est possible, puisque maintenant il y a aussi la possibilité de faire les accents en QWERTY, les développeurs aiment bien. Soit vous le passez en AZERTY, et là vous avez la boutique qui vous donne des petites gommettes ici que vous voyez pour transformer votre clavier en AZERTY. Bon, le seul point, c'est que les gommettes sont noires, alors que le reste du clavier était gris. Et naturellement, ce clavier étant rétroéclairé, à partir du moment où vous mettez des gommettes, vous perdez le bénéfice du rétroéclairage. Pour peu qu'il y ait un bénéfice, puisque je trouve qu'une fois que le rétroéclairage se met en service, on a du mal à lire. De base, votre PC est fourni avec Windows 10, avec un Windows 10 qui se trouve être un Windows 10 Enterprise. Je vous dis bien, c'est pas un professionnel, c'est griffé Enterprise sur le côté. Ici, on voit le BIOS, c'est donc un ami. C'est moins habituel aussi sur ce type de PC. Le démarrage très très rapide, vous l'avez vu, hein, ça a pris que quelques secondes. Le déverrouillage de même, je vais donc placer mon doigt ici. Voilà, et à partir de ça, il ne s'est pas déverrouillé. Donc bon, ça marche bien, hein, par ailleurs, donc voilà. Et ici, j'arrive donc sur l'écran avec un navigateur que j'avais lancé. Je vais aussi mettre à recharger le portable, puisque je vois que j'arrive en limite de batterie suite à mes tests. Voilà.
Donc on va peut-être d'abord parler du système d'exploitation. Comme je vous le disais, de base, ce PC est livré avec un Windows 10 Enterprise, quelque chose d'assez bizarre, à vrai dire, dans lequel toutes les langues ont été installées et surtout les tests usines ont été faits en chinois. Donc le problème qu'il y a, c'est que comme les tests usines ont été faits en chinois, vous vous retrouvez avec, si vous lancez un navigateur, avec le moteur de recherche Baidu qui est mis en défaut. Enfin, j'ai vraiment pas du tout apprécié cet environnement. Vous ne faites pas une configuration de A à Z, vous arrivez, le PC est déjà configuré, vous pouvez vous connecter. Comme je dis, j'aime pas trop ce type de situation. Alors, on peut toujours douter de ce qui a été installé dedans, mais comme il y avait des traces de chinois, je vous ai viré ça, et c'est vraiment ce que je vais recommander de faire. Ce que vous allez faire, vous allez télécharger l'outil de réinstallation de Microsoft, hein, et avec cet outil de réinstallation Microsoft, vous allez réinstaller un Windows 10 professionnel, et il se trouve qu'il va récupérer bien la licence, vous n'aurez rien à payer. La seule petite subtilité, c'est que il vous faudra réinstaller des drivers Realtek pour la partie audio, sinon l'audio ne fonctionnera pas, hein. Quel que soit ce que vous devrez faire, ça ne fonctionnera pas. Je vous les mettrai dans l'article je vous mettrai le lien vers les drivers Realtek pour vous éviter de passer du temps comme moi j'ai pu passer du temps. Et par ailleurs aussi, il y a besoin de réinstaller les drivers pour le capteur d'empreinte. Donc ça c'est pareil, je vais vous les mettre comme ça. À partir de ça, si vous êtes intéressé par ce PC portable, vous faites une réinstallation d'usine en utilisant un disque de démarrage USB de chez Microsoft, et ensuite vous réinstallez simplement ces deux types de drivers, le reste est récupéré automatiquement. Alors pour jauger la performance, j'ai installé mes applications traditionnelles, c'est-à-dire un Performance Test Passmark, j'ai installé un Crystal 10 Mark, j'ai installé aussi un Spicy, de manière à pouvoir voir ce qu'il y a au niveau de la machine. Donc petite confirmation, on a donc un Core i5 5257U, cadencé à 2,70. C'est une puce de génération Broadwell, gravée en 14 nanomètres. On a une RAM de 8 Go qui est de la DDR3. On a un processeur graphique, donc Iris Graphics 6100, et un stockage de 238 Go d'une marque que je ne connais pas, qui est Xiantianxie, hein, qui est en SATA. Après, pour le reste, par exemple la partie, comme je vous dis, audio, on voit que c'est bien du Realtek High Definition Audio. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il vous faut les drivers. Et après, au niveau peut-être des périphériques, on va voir apparaître le périphérique pour Non, on n'a pas le nom. On n'a pas le nom du pavé tactile. Hein. On va aller voir comment il s'appelle plus précisément au niveau des caractéristiques de l'ordinateur. Par contre, on voit que la caméra est une Easy Camera de chez Lenovo. Donc profitons-en d'ailleurs pour aller voir tout de suite les drivers pour le pavé tactile. Ça pourra vous être utile. Donc ici, vous avez tous les différents programmes. Vous voyez que tout a bien été récupéré. Et non, j'ai une souris HID. Et bon, ok. Donc ici, je ne le vois pas. À vrai dire, il est récupéré comme souris HID. Et si je vais au niveau des drivers, j'avais fait un backup de mes drivers. Hein. C'est ce que je vous engage dans tous les cas à faire. Vous utilisez l'application Driver Backup. Je vous mettrai le lien vers cette application. C'est une application gratuite. Et elle pourra vous récupérer tous vos drivers existants avant que vous fassiez la restore. Juste au cas où vous pourriez, à partir de ça, perdre un driver, vous pourriez le récupérer. Bon, c'est un Focaltech Fingerprint Reader. Voilà. Oui, c'est pas bien sûr pour le pavé tactile que je cherchais. C'était pour le capteur d'empreinte. Hein. Donc Focaltech Fingerprint Reader. Maintenant, on va regarder un peu la performance. Donc, si on prend la performance de ce Core i5, voilà ce que donne le Performance Test de Passmark.
hein. Donc on a une note moyenne de 2073. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous comparer ça par rapport à mes derniers PC que j'ai pu utiliser, qui étaient, eux, des PC en Core M3. Donc des Core M3 de 7e génération. Donc on est à peu près sur la performance d'ailleurs d'un Core M3 de 7e génération. Ici, on voit que le CPU à 4430 est plutôt bien placé. C'est mieux que ce que peut vous faire un Core M3 7Y30, hein, celui que j'avais rencontré par exemple dans le Teclas T-Book ou alors dans le EZBook, voire dans le Cube Thinker. Donc on est sur quelque chose de bien. La performance ensuite, 3D graphique, c'est toujours quelque chose d'assez léger. On est un petit peu moindre que ce qu'il pouvait y avoir sur les autres modèles qui ont un processeur graphique de meilleure génération. La partie disque est, elle, moins disante, hein. Ça explique d'ailleurs ce moindre score, parce que ici on est à 1939, on va regarder le disque, hein. On est plutôt sur du 2005-2007 sur d'autres modèles. Le disque n'est pas très performant. La mémoire ensuite 1700. Si je regarde, on est à peu près dans... Oui, on est sur quelque chose de cohérent. Donc c'est la partie disque qui est moins disante, et ça je le confirme toujours avec mon simple passe-marque. Ici j'ai des taux de lecture qui sont plutôt très très mauvais si je compare par rapport à ce que j'avais pu écrire sur mon dernier Teclast. Ici on a 282 mégabits par seconde, le Teclast est quand même à 520. Donc un disque dur, un disque, pardon, il n'est pas dur, hein, un SSD qui est plutôt décevant dans ce modèle. Aussi, d'un point de vue utilisation, à savoir que la partie ventilateur est assez présente. Donc on n'est pas sur un modèle dit fanless avec une dissipation thermique qui est uniquement faite par des caloducs, etc. C'est-à-dire que là, il y a un ventilateur. Et ce ventilateur est quelque chose qui n'est pas super discret. Je vais le mettre en route en relançant à ce moment-là le benchmark. Voilà. Et vous allez essayer de l'entendre. Je ne sais pas si vous l'entendez. Donc on entend un ventilateur qui se déclenche dans cette zone-là, ouais, et qui a tendance à être assez prenant. Toutes choses égales par ailleurs, hein. Si je regarde dans les gestionnaires des tâches, de toute façon, à partir du moment où le processeur se met... Voilà. À partir du moment où le processeur est fortement sollicité, ce qui est le cas ici, hein, le ventilateur va se déclencher, hein. Donc ici, on passe en 100% processeur, ce qui est normal puisqu'on est en train de solliciter le CPU pour des calculs mathématiques, hein. Donc cette partie ventilateur, elle reste quand même acceptable, hein. Ne commençons pas à dire qu'on est sur quelque chose qui va pas faire, ça va pas être supportable. C'est tout à fait supportable. C'est fonction bien sûr de la sollicitation. Si vous venez à jouer à un jeu sur lequel il y a beaucoup de calculs, ça se ventilera. Après, si vous faites du Word, Excel, de la bureautique, de la navigation, ça ira. Vous savez comme moi que Chrome a tendance à être très gourmand, donc très gourmand en mémoire, voire en processeur. Donc il faut toujours accepter si vous avez cette ventilation qui se déclenche. À savoir que depuis ma réinstallation, justement, elle se déclenche moins. Sur le Windows qui était installé de base, le Windows, donc c'était comme je vous dis un Windows Enterprise qui après un premier reboot s'est transformé en Windows 10 Pro, un truc bizarre. Je trouvais quand même qu'il y avait beaucoup de ventilation. Donc on va éviter ça. Globalement, en usage, on est sur un PC qui est très fluide, grand écran. Vous voyez, l'écran est pas mauvais, hein. Bon, il n'est pas non plus extraordinaire. Il a des bons angles de vision, hein, quelque chose d'un peu traditionnel. On est sur de la navigation, par exemple, en termes Internet qui est très fluide. Vous avez la gestion des gestes, hein, voilà, le zoom, hein, ça c'est ce que je fais avec le touchpad. Donc c'est un produit qui va être parfaitement adapté pour faire tout ce qui tourne. Voilà, ici on entend un petit peu le déclenchement du processeur, hein. Tout ce qui tourne autour de la navigation, du multimédia, ça va bien se passer, hein. Si vous avez des applications, des suites bureautiques comme
comme une suite Office, pas de problème pour fonctionner. Le clavier est très agréable aussi, hein. Il n'y a pas de problème de frappe, hein. Les touches rebondissent bien, hein. Les touches rebondissent bien. Voilà un petit peu de rétroéclairage que vous pouvez retirer. Vous avez tous les raccourcis, bien sûr, à partir du clavier, hein, pour augmentation du volume, suppression du rétroéclairage, augmentation de la luminosité, etc. Le clavier est bien complet. Ce clavier est agréable. On n'est pas sur un équivalent Shui à 200 € où bon, ça fait mal aux doigts, hein, ça s'enfonce pas bien, etc. Ici, ça s'enfonce bien. Vous voyez que le clavier ne rebondit pas, hein. Même si j'appuie, on voit que c'est très stable. C'est un point remarquable sur ce modèle qui est très sympathique. Maintenant, après, d'un point de vue musique, d'un point de vue multimédia, les deux petites enceintes stéréo font bien le taf, comme on dit. J'ai pas à m'en plaindre. Si on va ici et qu'on écoute à la limite sur ma chaîne YouTube un des tests, ici, on va avoir un son qui est bien clair. Bonjour. Voilà. Je rappuie ici sur. Et on a déjà vu donc je vais donc voilà. Le smartphone, vous voyez, donc avec un. Donc on est sur voilà. Vous avez quelque chose de bien d'un point de vue audio, hein. Donc pour du multimédia, aucun problème non plus, hein. Ça va bien passer. Donc pour la batterie, alors on continue avec la batterie. Ici, elle était en charge, j'ai mesuré environ 6 heures, hein, 6 heures d'autonomie. Ça pourrait être un peu plus. J'avoue avoir utilisé à la fois du Wi-Fi, enfin Wi-Fi, Bluetooth, puisque l'appareil est Bluetooth. Donc vous pouvez vous connecter sur des enceintes, ou vous pouvez aussi utiliser une souris. Bon, ça fonctionne un peu comme d'habitude, hein. J'ai rien de particulier à dire. Ça peut parfois crachoter, etc. Avoir un peu de désynchro, mais ça peut être aussi bien lié à l'enceinte qu'au PC. Donc j'ai rien à remarquer de ce point de vue-là. Donc il est bien autonome. C'est relativement concluant, on va dire, hein, pour un PC qui, je vous rappelle, vaut environ 360 €. Donc 360 €, on rappelle, on a un processeur Core i5 5e génération, suffisamment performant pour faire des tâches que tout un chacun va attendre. De la bureautique, et pas de la bureautique légère, hein, de la vraie bureautique, de la navigation, du multimédia, de la lecture de vidéos, y compris en 4K. Les ports USB, j'ai essayé avec mon disque dur portable, j'ai pas de problème en termes d'alimentation, débit, etc. L'écran est très correct d'un point de vue luminosité, couleur, etc. C'est pas le plus beau des écrans qui existent, hein, ça vous le voyez. Il a des marges qui sont assez imposantes. Le clavier est un bon clavier, une fois que vous l'aurez converti en AZERTY si vous le souhaitez, hein. Je vous rappelle que le QWERTY est aussi gérable de plus en plus maintenant directement. La partie audio, elle est sympathique. Donc ça, c'est pour les points forts. Maintenant, alors les points faibles, c'est cette ventilation qui, c'est une ventilation, c'est-à-dire que le point faible, j'aurais bien aimé qu'il soit uniquement en refroidissement passif. Bon, c'est pas possible, on l'entend un petit peu de temps en temps. Et l'autre point faible, c'est aussi le fait que je vous recommande vraiment de réinstaller Windows 10, de ne pas garder le Windows 10 d'origine. Cela ne vous coûtera que du temps. Et naturellement, je suis là. Vous n'hésitez pas à me poster des commentaires, des demandes sur l'article que vous allez trouver sur Planète Numérique, voire sur la vidéo YouTube que vous voyez actuellement, hein. Donc, un bon petit PC que je mets dans la gamme des PC chinois recommandables, qui sont bien moins chers que tout ce qu'on peut avoir sur le marché national, hein, et qui vous permettront effectivement de bien travailler avec, hein. Il est relativement esthétique aussi, tout simple. Vous allez pouvoir lui mettre un petit logo, soit celui qui est fourni, soit vous en achetez, hein, des petits maniers. C'était ce que je voulais vous dire sur ce KUUK1, une marque qui trouve sa place dans ce marché des PC low cost. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Je vous engage à regarder aussi, lire le test écrit, puisque je lui mettrai quelques liens. Et puis on se retrouve bientôt avec un nouveau test d'un petit produit chinois ou pas,
à vous faire découvrir. C'était Stéphane, planètenumérique.com.